Bonjour, bonsoir. C'est une vidéo sur l'astrologie. C'est une vidéo très généraliste qui risque de durer un certain temps parce que je vais improviser, je vais partir sur le sujet, hein, puisque vous m'avez demandé d'expliquer ce que c'était. Alors je ne vais pas expliquer tous les signes, toutes les influences planétaires, ni tous les chiffres numérologiques. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne en fait globalement et je vais être assez complet pour une vidéo, vous allez voir. Je suis un peu dégoûté parce que je viens juste de l'enregistrer. En fait, elle a duré 55 minutes d'improvisation. Et quand j'ai voulu la mettre en ligne, je me suis aperçu que j'avais pas activé le micro. Donc j'ai parlé 55 minutes dans le vide en fait. Donc je suis obligé de recommencer. Voilà, donc ça me fait un peu rire. C'est pas grave, hein. Du coup, j'étais tout content, j'avais terminé à 10 h du soir et puis bah, il est minuit et quart et je recommence ma vidéo. Bon, c'est pas grave, ça ne vous intéresse pas. Alors d'abord, primo, il faut comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'astrologie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous on n'a pas tous des véhicules de même sensibilité, hein. Alors là, je vous ramène et je vous renvoie à ma première vidéo, je crois la première vidéo de cette chaîne, où je dis que nous sommes des êtres dans des véhicules. Écoutez-la pour comprendre, pour ceux qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas compris, nous avons des véhicules, donc le véhicule physique, le véhicule vital, le véhicule plutôt éthérique, plutôt, pour être plus précis, le véhicule émotionnel et mental, hein, qui sont les véhicules de l'ego, puis aussi nous avons un véhicule supérieur qui s'appelle l'âme. Et puis, en tout cas, ce sont les seuls véhicules qui nous concernent pour les vies physiques, hein, les incarnations et les réincarnations. Et en fait, nous ne sommes pas égaux face à la sensibilité de nos véhicules, de nos corps, hein, si vous préférez. Et donc, nous ne recevons pas tous de la même manière les énergies, les influences astrales, astrologiques, planétaires, etc., hein. C'est un petit peu l'astrologie, si vous voulez, c'est un peu comme si c'était une métaphore, je crois, de Gurdjieff qui avait dit ça. Il avait dit, par exemple, je suis dans la rue avec un sac, avec mon portefeuille. Il y a 50 personnes autour de moi qui marchent. Je fais tomber mon portefeuille par terre sans faire exprès. Il y a une personne qui va le ramasser. Les autres personnes vont rien voir ou ne vont pas s'arrêter. Ben pour les influences astrologiques, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas tous, on ne réagit pas tous de la même manière face au portefeuille qui tombe, hein, vous l'avez compris, la métaphore du portefeuille qui tombe, ce sont les énergies qui nous tombent dessus. Et on n'est pas tous réactifs de la même manière. Alors, plus on avance sur son chemin spirituel, plus on avance vers sa sensibilité, plus on affûte la sensibilité de nos véhicules, et plus on est sensible aux influences astrales, hein. Alors il faut savoir aussi plusieurs choses, c'est qu'il arrive un moment dans l'évolution de l'être humain où il devient ce qu'on appelle un initié. C'est-à-dire il fait partie, il est rentré dans les grandes écoles de connaissances, il a été un disciple pendant longtemps de certains maîtres de sagesse, hein. Alors tous ceux qui ne croient pas au New Age ou qui estiment que c'est du satanisme, vous pouvez quitter ma chaîne, hein. Ici c'est pour les gens qui essaient d'avancer dans la lumière, hein. On n'est pas... les gourous et tout ça, on ne connaît pas. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Donc vous pouvez quitter ma chaîne. Moi tout ce que je fais ici c'est de l'enseignement. Et l'enseignement pour ceux que ça intéresse, hein, pas pour ceux qui ont envie de baver leur venin parce que vous êtes des ignares et que vous vous complaisez dans l'ignorance, hein. Voilà, c'est tout, c'était une parenthèse. Donc, en fait, lorsque vous avez atteint un certain degré de connaissance, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous devenez ce qu'on appelle un initié, donc je me répète, et lorsque vous êtes un initié, quel que soit le degré, vous parcourez la roue du zodiaque, non pas dans le même sens que les autres, mais vous la parcourez cette fois-ci à l'envers, c'est-à-dire non pas du bélier au poisson, ou plutôt du poisson au bélier, mais du bélier au poisson. Voilà. Et vous terminez votre cycle de réincarnation et d'incarnation par les poissons. Et donc, c'est très important parce qu'en fait, vous savez qu'il y a 12 signes planétaires et il y a également 12 signes astrologiques. Il y a 12 signes astrologiques, il y a 12 mois dans l'année et il y a 4 saisons qui sont réparties par groupe de 3 mois. Hein. Chaque saison dure 3 mois et ça nous donne 12 mois. Et chaque mois, en fait, représente un signe astrologique. Je vais vous expliquer ça. En fait, il est vrai que nous ne pouvons pas percevoir trop directement les énergies planétaires ni astrologiques. Il y a ce qu'on appelle un système de filtrage astral, et que c'est la Lune
la Lune qui est le filtre par excellence des énergies planétaires, c'est-à-dire que on ne pourrait pas recevoir l'énergie saturnienne directement comme ça, elle nous parvient à travers la Lune, et ensuite elle est encore filtrée par notre mère, la Terre. Hein. C'est-à-dire que nous sommes en relation directe avec une planète, et c'est pas la Lune, c'est la Terre. Nous sommes sur une planète qui est elle-même dans ce système solaire, et c'est la Terre qui nous transmet les énergies astrologiques, et les énergies astronomiques en réalité. Alors je vais vous expliquer comment les signes zodiacaux en réalité correspondent à des périodes terrestres. Hein. Et que c'est comme ça que nous sommes influencés par les énergies astrales, astronomiques. Nous sommes influencés par elles par le biais de notre mère qui nous donne à manger. C'est notre nourricière, c'est elle qui nous transmet aussi les énergies célestes. C'est la Terre. Et la Lune elle-même, qui fait office de maman, quelque part, qui nous surveille, et qui est la garante de notre mémoire, de la mémoire de l'humanité, elle aussi filtre à son niveau les énergies planétaires, tandis que la Terre, elle, nous transmet plutôt les énergies astronomiques. Tout ce que je vous dis là est totalement occulte, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis, donc si vous êtes trop cartésien, ne suivez pas cette vidéo encore une fois, ça vous évitera de marquer des commentaires désobligeants et désagréables. Hein. Cette vidéo s'adresse qu'aux personnes qui ont envie d'apprendre ça. Hein. Voilà, c'est tout. C'est leur droit, et c'est mon droit de transmettre ce que je sais. Et vous avez tout à fait le droit de passer votre chemin. Alors, donc, ceci étant dit, et cette précision étant faite, lorsque vous devenez un initié, donc je disais, vous parcourez le zodiaque dans le sens inverse de l'humanité dite ordinaire, c'est-à-dire l'humanité qui est encore polarisée dans l'astral, c'est-à-dire dans l'émotionnel, comme 99% de l'humanité. Hein. 99% de l'humanité, en effet, est polarisée dans l'émotionnel et dans le mental inférieur. En réalité, ils ont une nature qu'on appelle kama manasique, c'est-à-dire une nature émotionnello-mentale, mais c'est plutôt voilà, c'est du mental inférieur, hein, c'est du mental analytique, et on est dans l'émotionnel. L'humanité ne réagit qu'émotionnellement, hein, à 99%. Le 1% des gens qui sont un peu éveillés, donc qui sont plus ou moins éveillés, jusqu'à très éveillés, quand on arrive à un certain degré d'éveil, on parcourt donc, je le répète, le zodiaque dans l'autre sens, c'est-à-dire on se réincarne de vie en vie. On a donc 12 vies à faire et qui correspondent aux 12 travaux d'Hercule, hein, cette fameuse métaphore, et qui permettent donc à l'initié, cette fois, de finir ses cycles de réincarnation en parcourant la roue du zodiaque à l'envers et en terminant par le signe du poisson, qui est le signe du sacrifice de soi, du don de soi, qui est venu nous montrer Jésus. Hein. Excusez-moi, je bois un petit coup. Parce que comme je viens de parler 55 minutes dans le vide juste avant, voilà. Et comme nous a montré Jésus, la voie de Jésus, la voie christique, est la voie du poisson, la voie sacrificielle de soi, qui est une voie de réalisation définitive, hein, qui vous amène cette fois-ci à la libération des chaînes de réincarnation. Alors, c'est pas pour autant que si vous êtes né dans le signe du poisson, bah ça sera votre dernière vie. Hein, c'est votre dernière vie, c'est pas ce que j'ai dit. Ça sera votre dernière vie si vous étiez un initié. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça des initiés sur cette planète, et si vous l'étiez, vous le sauriez. C'est pas toujours le cas, car il y a pas mal d'initiés de 3e degré qui ignorent qu'ils le sont. Donc, il reste une chance pour tout le monde. Il y a de plus en plus d'initiés sur cette planète, mais là n'est pas le sujet, on en parlera plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Voilà, comment ça fonctionne? Alors, moi, je vais vous donner ma vision de l'astrologie. Si vous êtes déjà astrologue et vous écoutez ce que je dis, épargnez-moi les critiques de l'ego du style « Ah, mais il sait pas ci, ou il a pas dit ça, il a pas parlé de ci, il a pas parlé de ça, les transits, etc. » Non, moi, je vais vous faire une vidéo généraliste et je vais surtout vous expliquer ma vision de ce que j'ai compris, moi, dans mon initiation, à travers un astrologue que j'ai rencontré qui m'a transmis cette connaissance. C'est même pas dans les livres, hein, que j'ai appris ça, c'est une connaissance qu'on m'a transmise, que j'ai ensuite intégrée et qui a ensuite été complétée par des méditations et l'intuition, ce que j'ai reçu en intuition. Alors, comment ça fonctionne? Pour moi, hein, donc, nous sommes régis et nous sommes influencés au cours d'une incarnation, c'est-à-dire d'une vie, hein, de cette vie présente, par 4 signes. 4 signes astrologiques. Souvent, vous me dites « Ouais, je suis Lion, qu'est-ce que t'en penses ?» On ne peut rien dire sur une personne par rapport à son signe solaire. Tu es né en Lion, bon, c'est très bien, ça te donne certains aspects, certaines caractériologiques de caractère, de fond de caractère, mais on ne peut pas en dire plus sur toi. C'est comme si tu me disais je suis marocain, qu'est-ce que tu en penses? T'es marocain,
Fatalement, tu dois très bien parler arabe, tu dois bien connaître le Coran, l'islam, tu dois bien connaître ce que c'est que le couscous, la tagine, les chubaklia, et tu dois faire le ramadan une fois par an. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si tu me dis je suis marocain, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire ça. C'est complètement débile. On ne peut pas définir quelqu'un uniquement sur un seul critère. L'astrologie est assez complexe, vous allez voir. Donc, le signe solaire, c'est-à-dire le signe dans lequel vous êtes né, dans lequel le soleil était lorsque vous êtes né, vous donne une teinte de fond. Et je vais vous expliquer que ce n'est pas le plus important. Le signe solaire n'est pas le plus important dans votre histoire. Le plus important, c'est la légende que vous allez vivre. Car vous allez vivre une légende. Cette incarnation pour vous est une légende. Vous allez vivre une histoire, votre histoire, qui dépend également de ce que vous avez vécu avant, c'est-à-dire dans vos vies précédentes. Et oui, parce que si vous ne prenez pas en considération le fait que nous nous réincarnons, encore une fois, cette vidéo ne peut pas vous parler. Et là, je vais vous demander encore une fois soit d'écouter et d'essayer d'avoir l'esprit ouvert, soit de quitter cette vidéo. Donc, il y a un aspect en astrologie qu'on appelle les nœuds lunaires, qui sont un point fictif que je ne vais pas vous détailler, vous pourrez vous renseigner autant que vous voulez. Le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord, c'est-à-dire qu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, hein, à 180 degrés. On appelle ça aussi la queue et la tête du dragon. Voilà. Et en fait, le nœud lunaire sud, c'est-à-dire la queue du dragon, symbolise vos énergies passées, vos vies passées, c'est-à-dire qui vous étiez avant de vous incarner dans cette vie, et donc quels sont les bagages avec lesquels vous venez dans cette vie. Car vous êtes bien d'accord avec moi, pour ceux qui ont eu des enfants, même des jumeaux, des triplés, des quintuplés, vous vous apercevez que chaque enfant est différent, a son histoire propre, ses façons de réagir propres, ses goûts, ses désirs, ses peurs, et que nous venons tous avec des bagages, et que ces bagages-là sont différents selon les humains. Hein, voilà, ce qui nous distingue un petit peu des animaux. Alors, nous venons donc dans un signe traversé par le nœud lunaire sud. Voilà, donc si par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait concret, vous avez un nœud lunaire sud en scorpion. Vous vous incarnez donc dans cette vie avec des bagages de vie en énergie scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos anciennes vies, vous êtes imprégné en fait de cette énergie, qui est une énergie qui pousse aux extrêmes, à faire à côtoyer la mort, à côtoyer les extrêmes dans le plaisir sexuel, dans les drogues, dans la magie noire, si vous y avez touché, ou la magie blanche hein, d'ailleurs. Vous êtes quelqu'un d'extrémiste et vous êtes quelqu'un qui a très probablement dirigé, dominé, qui a été tyrannique. Vous êtes quelqu'un qui aime détruire pour se reconstruire, qui aime se transmuter, qui a besoin de muter, d'évoluer et donc de détruire ce qu'il fait parce que quand il détruit, il renaît. Il y a une certaine renaissance et un rapport à la mort, puisque vous savez que l'énergie sexuelle est également liée à la mort. Hein. L'orgasme, on appelle ça la petite mort. Hein. Et donc vous venez avec toute cette énergie-là. Sachez que cette énergie-là, l'énergie du scorpion, va vous imprégner dans cette vie actuelle jusqu'au moins la cinquantaine. C'est pas rien. Et il va falloir, en fait, toute votre légende, et plus vous comprenez ça tôt, et plus vous pouvez travailler dessus tôt, et plus vous vous libérez tôt de la queue du dragon. Hein. C'est-à-dire plus vous lâchez du lest, vous lâchez votre passé et vous avancez. Alors, je vais vous en parler, parce que vous avancez vers quoi? Vous avancez vers le signe qui est de l'autre côté du scorpion dans le zodiaque, c'est-à-dire le taureau, si vous venez du scorpion. Vous allez vers le taureau. Alors, autant le scorpion a une nature à détruire et s'autodétruire, et même détruire autour de lui-même les gens qu'il aime, autant le taureau, lui, a besoin d'être entouré des gens qu'il aime, et il a besoin de construire matériellement et de construire concrètement une œuvre, une maison, un foyer, une famille. Il a besoin de construire, il a besoin d'être entouré par les siens, et il a besoin de jouir de la matière, et il a besoin de pouvoir donc en posséder. Il va devenir possessif. Ce qui n'était pas le cas du scorpion, qui était plutôt détaché, et qui était plutôt du genre à user des choses. Là, le taureau ne va pas en user, il va en jouir. Hein. Donc, vous allez aller vers ça au travers de votre incarnation. Mais comme je vous dis, vous allez lâcher cette énergie ancienne, votre ancienne énergie, vous les lâcherez vers la cinquantaine. Selon les crises que vous allez vivre dans votre vie. Mais comme vous venez du scorpion, vous allez vivre des crises. Des crises qui vont vous remettre à plat, à zéro. Vous allez construire, ça va faire comme ça.
jusqu'au jour où vous allez vous débarrasser littéralement de cette vieille énergie scorpion. Alors je tiens à vous dire que ça va être une vie qui va être mouvementée, hein, voilà. Parce que vous avez encore ces énergies scorpions qui vont détruire tout ce que vous allez tenter de construire, hein. Et puis il faut dire aussi que vous avez encore cet aspect tyrannique derrière vous qui est toujours présent en vous. Alors, mais quel que soit le signe dans lequel vous allez vous incarner dans cette vie. Donc, si par exemple, vous vous incarnez, vous naissez en Capricorne. Le Capricorne va dire, ah d'accord, donc t'étais un vieux scorpion, t'étais un vieux chef tyrannique qui aimait bien les partouzes, les trucs extrêmes, la magie noire, la drogue, etc., hein. Tout ce qu'on retrouve chez les satanistes d'ailleurs, hein. Pas pour autant que tous les scorpions sont des satanistes. C'est l'aspect négatif du scorpion. Sachez que la magie noire correspond à la maison 8, qui est la maison du scorpion en astrologie. Donc, vous naissez en Capricorne, par exemple. C'est-à-dire que à l'heure et à la seconde, à la minute où vous naissez, le soleil était dans le signe du Capricorne. Très bien. Donc le signe du Capricorne va vous dire, ah, t'es un vieux scorpion, toi. D'accord. Ben, d'abord, tu vas te calmer. Ah, ouais, tu vas te calmer, puis tu vas passer à peu près 28 ans là-haut, là, sur une colline, là, dans une petite cabane, et puis tu vas être tout seul et tu vas réfléchir, en solitude, à ce que tu es. Voilà le Capricorne, déjà ce qu'il vous dit, déjà. C'est un peu la punition. Ah, bon. Alors, vous pouvez très bien être dans un autre signe, et c'est autre chose. Là, je parle du Capricorne, que je connais bien, donc je vais pouvoir vous expliquer. Donc, vous passez environ 28 ans, entre 26 et 30 ans, on va dire, enfermé tout seul dans une solitude d'ermite. Pourquoi? Parce que le Capricorne vous pousse à ça, à vous introspecter, à essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ci, comme ça, là. Vous allez faire un travail intérieur très important. Entre parenthèses, Jésus, vous le savez, a disparu pendant plus de 30 ans, enfin, jusqu'à sa 30e année. Hein. Pourquoi? Parce que c'est l'âge de Saturne. Saturne met 28 ans et demi pour faire sa révolution solaire. Et Saturne est la planète qui nous concerne le plus en ce qui concerne notre maturité intellectuelle. Saturne nous donne vraiment la première maturité à 28 ans et demi, et la deuxième à 56 ans. Donc, vous voyez, vous avez le temps, et Saturne c'est la planète du temps. Et c'est aussi la planète du Capricorne. Bon, donc le Capricorne vous dit, toi tu viens avec tes énergies de scorpion et tes bagages là, de partouzeur, drogué, tyrannique, qui aime bien donner des ordres, qui aime bien avoir du magnétisme et diriger tout le monde, tu vas te calmer. Tu vas aller dans ta cabane là-bas, tu vas réfléchir, tu es dans de la solitude, tu vas avoir du mal à communiquer parce que tu t'intègres et tu viens de t'incarner dans un monde qui n'est pas le tien, et dans un monde où les gens ne parlent pas ta langue. Donc tu vas te heurter à une incompréhension et tu vas avoir du mal à te faire comprendre. Le Capricorne a énormément de mal à communiquer jusqu'à la trentaine. Hein. C'est un signe qui est très renfermé, qui communique mal. Par contre, il va te donner des qualités. Le signe du Capricorne va te donner des défauts et des qualités. Les qualités du Capricorne, c'est fidèle, loyal, honnête, ça va avec, ponctuel. La planète du temps étant Saturne, Chronos, hein, on est ponctuel. Ce qui est la politesse des rois, quand même, faut pas oublier. Tu vas aussi avoir des défauts, donc très peu communicatif, du mal à dire tes émotions, du mal à être démonstratif et à démontrer ton amour et tes émotions pour ceux que tu aimes, du mal à dire je t'aime, donc du mal, etc. Il y a aussi des défauts, hein, qu'il va falloir que tu arrives à transpercer. On te donne un ascendant. Qu'est-ce que l'ascendant? Donc tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est la toile de fond déjà de votre légende. Vous venez avec des énergies de tyran partouzeur, et vous naissez dans un signe qui vous dit stop, tu vas arrêter ça, tu vas aller sur une colline là-haut et tu vas réfléchir à ça. Quand même, ces énergies de tyran et ces énergies sexuelles sont très fortes en vous quand même. Ça n'empêche pas. Vous êtes dans la cabane là tout seul et ça boue un peu à l'intérieur. Hein. C'est un peu le volcan qui se contient. Parce que le scorpion symbolise aussi les volcans, les feux internes. Et donc, pour ça, on vous donne un ascendant. Qu'est-ce que l'ascendant? C'est le signe qui était à l'horizon au moment où vous êtes né. Et cet ascendant, on vous donne par exemple un ascendant lion, qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que le lion? Alors qu'est-ce que l'ascendant d'abord? C'est les énergies qui vont vous permettre de vous exprimer socialement, en société. Et c'est la personnalité que vous allez avoir. Et c'est comme ça que les autres vont vous percevoir. Alors vous allez arriver avec des énergies de scorpion qui vont être cachées dans le Capricorne, parce que le Capricorne est un vieux temple, c'est le vieillard. Et vous allez avoir donc un aspect assez austère, comme ça,
avec un désir de briller et de rayonner sur les autres. Parce que le lion, c'est l'ego. Et le lion, c'est le roi de la jungle. Et le lion symbolise la royauté. Et il symbolise la noblesse. Il symbolise aussi celui qui dirige. C'est le chef d'entreprise. C'est la star. D'accord? Donc, on vous donne un ascendant lion. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Vous devez briller en société. Hein, vous devez briller, vous devez élever les valeurs de ceux qui sont autour de vous et élever vos propres valeurs. Le lion a horreur de la vulgarité, il a horreur de la bassesse, il aime pas ça. Le lion n'aime pas, il aime pas les gens sales, les gens pauvres, les gens malhonnêtes, il n'aime pas les gens qui parlent mal, il n'aime pas les gens qui trahissent, il n'aime pas les gens qui sont pas à l'heure aussi. Et donc, vous voilà dans une position où vous avez déjà des énergies qui sont déjà relativement fortes, avec de l'ego qui est fort, avec un scorpion tyrannique, un capricorne qui lui ne pense qu'à s'élever socialement, car le capricorne, n'oubliez pas, symbolise aussi un animal qui grimpe les montagnes, et c'est quelqu'un qui symbolise l'élévation sociale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui veut parvenir aux hautes sphères, hein, Capricorne. Il symbolise aussi les gouvernements, hein. Donc il veut acquérir le pouvoir, le Capricorne, n'oubliez pas. Et le Scorpion, comme il a un passé de dirigeant tyrannique, et on lui donne du lion. Le lion, c'est quoi? C'est le lion, c'est le roi. Là, on a quelqu'un qui a de l'ego, on a quelqu'un qui va pas se laisser faire marcher sur les pieds comme ça, qui sait ce qu'il veut, et qui va avoir peut-être du mal à se faire accepter. Là, ça, on va voir comment ensuite derrière il va pouvoir se faire accepter. Et ça, tout dépend des atouts, c'est-à-dire des cartes qu'on vous donne à la naissance pour avoir du talent dans certains domaines. Et ces cartes qu'on vous donne, ce sont les influences planétaires. Hein. Alors, je vais venir aux influences planétaires. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque planète vous donne des qualités, vous donne aussi des épreuves. Hein, des épreuves à faire, des épreuves à accomplir, à surpasser, hein, des zones d'ombre, en fait, à transmuter. Mais selon la partie du thème dans laquelle se trouvent certaines planètes, elles vont être dominantes ou pas, et elles vont vous donner des qualités. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme des jokers dans un jeu de cartes, hein, des jokers qui vous permettent d'aller très vite et plus loin et très facilement. Si par exemple notre scorpion Capricorne, qui vient du scorpion et qui a un ascendant lion, on lui donne une planète à l'ascendant, par exemple, comme la Lune, bon, on lui donne la Lune à l'ascendant, donc il va avoir une dominante lunaire, donc une tendance à être lunaire. Qu'est-ce que la Lune? Puisque je voulais en parler en premier tout à l'heure, la Lune qui est le premier astre qui nous concerne, la Lune régit le signe du Cancer. Hein, la Lune, c'est notre mémoire ancestrale, elle nous ramène à nos origines, elle est aussi la garante de notre nature féminine, et elle est la gardienne de nos instincts grégaires, c'est-à-dire nos instincts de besoin d'avoir un abri, une maison, une famille, un foyer, de faire des enfants, donc, et d'avoir déjà ça, cette base. Mais pas seulement. La Lune est aussi celui qui amuse les enfants. Le lunaire est un éternel enfant. Hein. C'est le Charlie Chaplin, on pourrait dire de Funès, mais c'est surtout celui qui se déguise et qui aime bien faire le clown devant tout le monde. Oui, c'est le Charlie Chaplin, c'est ça. Mais enfin, vous allez trouver d'autres, voilà. C'est vraiment le clown, quoi. Et donc, il aime amuser la galerie. Il aime se donner en spectacle. Il aime avoir son public. Il aime surtout, c'est celui qui fait rire tout le monde, puisqu'il est à l'ascendant, donc ça va être dans sa personnalité. Votre personnalité d'être un lion, donc, de rayonner, d'aimer avoir sa cour, mais en plus vous avez la lune qui, une fois que vous avez votre cour, vous savez l'amuser, vous savez la faire rire, et puis elle devient un public presque. Voilà. Ça, c'est la lune va vous donner ça, mais la lune va aussi vous donner des défauts. Elle va vous rendre très sensible, hypersensible, qui même au début confine à la sensiblerie, c'est-à-dire à prendre tout mal, avoir toujours mal tout le temps dès qu'on vous dit un truc, ça c'est un peu le lunaire qui est comme ça, et puis aussi être tendance paresseuse, parce que la lune aime bien se laisser couler douce, il y a le ruisseau qui coule à côté d'elle, et puis elle aime bien se laisser, la lune, ça va, tranquille, hein, c'est pas une grosse bosseuse. Alors certes, avec un Capricorne, on a un bosseur, mais faut voir les autres aspects du thème.
Alors, donc, on a une personne qui a une légende qui est déjà bien définie. Il vient du Scorpion, il est tyrannique à la base, il devient Capricorne, il se calme, il a un ascendant Lion, il doit donner le bon exemple aux autres parce qu'il se veut être noble devant tout le monde. Il a un atout de lunaire, de clown, donc il va amuser la galerie, il va peut-être faire des spectacles, peut-être être un artiste, on ne sait pas encore. Il a déjà une belle légende. Il va vers le taureau. Hein, on l'a dit, ça vient du Scorpion, ça va vers le taureau. Donc il doit construire quelque chose concrètement et il doit faire une œuvre. Ah, si c'est un artiste, il doit faire une œuvre, l'œuvre de sa vie. Ah, là, voilà un but déjà. Comme il va vers le taureau est le signe qui symbolise très souvent, vous savez, la région de la gorge. Très souvent, les orateurs ou les chanteurs ont cette position, le taureau, en maison. Alors, en honneur, mais si en plus le taureau est aussi en maison 10, qui est la maison qui est le secteur de vos activités professionnelles, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez chanter. Vous allez utiliser votre organe vocal dans votre vie pour réussir. Ça peut être un orateur politique, mais ça peut être aussi un chanteur. Bon, alors, voilà comment fonctionne la légende astrologique d'une personne. Je viens de vous donner les 4 signes possibles. Alors, sachez que je vous ai donné un exemple avec une planète, la Lune, hein, mais vous pouvez très bien ne pas avoir de planète dominante, c'est-à-dire pas particulièrement dominante, vous n'avez pas une particularité planétaire dominante. Souvent, on en trouve quand même une, hein, parce que si vous êtes, par exemple, euh, Gémeaux, ascendant Vierge, vous avez une double dominante mercurienne, vous êtes un type mercurien avancé. Voilà. Si Mercure ensuite n'est pas en position favorable dans le thème et qu'il n'y a aucune autre planète qui est favorable en position dominante, vous allez être mercurien. Euh, mais parfois on a une planète dominante et parfois on en a deux, ce qui vous donne plusieurs atouts. Deux planètes vous donnent des atouts supplémentaires. La Lune a donné les atouts que j'ai donnés, mais si vous avez une seconde, par exemple Neptune, qui est dominante également dans un autre aspect du thème, à Neptune, en plus, pour notre exemple que j'ai donné, en plus du lunaire qui va avoir tendance à savoir amuser les galeries, faire marrer les gens sur scène, être un homme de scène, être un homme de public, avec un clown, un comique, Neptune va lui donner en plus du talent et de l'imagination créatrice. Du talent. Neptune donne du talent. Et si en plus il peut avoir une troisième planète dominante, hein, on peut en avoir plusieurs, et dans ces cas-là, il a encore d'autres atouts. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. Alors, je vais détailler les énergies planétaires et je vais vous montrer un petit peu comment c'est en corrélation, comment ces planètes sont en corrélation avec les signes du zodiaque. Je vais essayer de faire vite, alors j'essaie de parler pas trop rapidement pour que vous puissiez ne pas vous endormir pendant la vidéo, parce que je sais que ça passionne pas tout le monde. D'abord, je vais parler des planètes transmartiennes, c'est-à-dire celles qui sont au-delà de la ceinture d'astéroïdes, les géantes gazeuses. Hein. Alors elles sont ce qu'on appelle les planètes lentes, parce qu'elles tournent, elles mettent beaucoup plus de temps à faire le tour du Soleil, leur révolution solaire, que les planètes telluriques qui sont à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. Hein. Ce sont des planètes gazeuses qui sont beaucoup plus grosses. Elles sont gazeuses et non pas telluriques, c'est-à-dire elles n'ont pas de noyau solide, enfin du moins pas avéré. Et elles tournent donc lentement autour du Soleil, ce qui n'empêche pas qu'elles tournent quand même à une certaine vitesse sur elles-mêmes, et ça je vais y revenir dans le cas de Jupiter. Alors, certes, elles sont gazeuses jusqu'à Uranus, mais après Uranus, jusqu'à Neptune, mais après Neptune, on se retrouve avec Pluton. Alors je vais commencer par Pluton, parce que Pluton est de nouveau une planète tellurique. Alors certes, elle a été déclassifiée, on ne la considère plus comme une planète en astronomie, mais en astrologie, oui. Pourquoi ? Parce que Pluton a été découverte en 1936, si ma mémoire est bonne. Et en 1936, c'était l'aube de quoi ? Je ne sais plus si c'est en 1936 ou en 1929. Hein. Si vous voulez, je peux regarder en direct parce que c'est pas très 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 important en réalité, mais enfin quand même. Je ne sais pas si c'est pas 1932. Enfin, c'est entre 1929 et 1936, je vais vous le dire tout de suite, on n'est pas une minute près. Je vais marquer Pluton, voilà, je l'ai sous les yeux de toute façon. Pluton a été découverte en 1930, vous voyez, j'étais pas loin. Donc c'était entre la crise de 29, la crise économique de 1929, et puis la Deuxième Guerre mondiale. On est d'accord, qui a été extrêmement destructrice, vous le savez, et donc ce qui a confiné à Pluton des énergies de destruction. Des énergies de destruction pour mieux reconstruire. Hein. Et donc on se retrouve donc avec quelqu'un qui a une dominante plutonienne, par exemple, comme notre ami Scorpion qui vient du Scorpion, Pluton étant la planète du signe du Scorpion,
Elle en a tous les aspects. Alors je vais vous donner. Dans le signe du Scorpion, la personne qui est influencée par cette planète va être relativement tyrannique, hein, et elle va aimer se cacher, car Pluton est une planète qui a été difficile à trouver. Elle est très loin, elle est lointaine, elle est dans le noir, et c'est qui lui confère aussi des énergies sur le plan psychologique, de tout ce qui est caché, des choses cachées. Par exemple, les agents secrets, tous ceux qui travaillent dans le secret, voilà, tout ça c'est très plutonien, c'est un univers plutonien. Hein. Ceux qui ont le droit de tuer, vous voyez, tous ces gens-là, Pluton est toujours en rapport avec la mort, puisque c'est une ère de destruction qui est arrivée avec Pluton. Et c'est aussi une énergie de régénérescence. Elle détruit, mais derrière, on construit un nouveau monde. Alors les gens qui sont régis par Pluton sont des gens qui aiment, comme les scorpions, s'autodétruire, détruire tout ce qu'ils ont. Même ils font du mal à ceux qui sont autour d'eux, même à ceux qu'ils aiment, sans faire exprès, parce que c'est leur nature de piquer, c'est comme ça. Et ils ont besoin eux-mêmes de se détruire, ils peuvent se droguer jusqu'à crever pour renaître et devenir des gens meilleurs. Hein. Le Scorpion a besoin de ça, et Pluton symbolise aussi cette énergie-là, une énergie de régénérescence. Donc quand Pluton, qui est une planète très lente, arrive dans un signe solaire, un signe du zodiaque, elle va apporter des énergies de destruction et des énergies qui vont, oui, effectivement, imposer un changement. Voilà, donc je vous laisse méditer et je vous laisse vous faire votre thème astral suite à ça. Ensuite vient la planète la plus lointaine après Pluton et Neptune. Neptune, c'est la planète des poissons. Alors, c'est la planète des poissons, des mers, des océans, c'est Poséidon. Vous le savez. Ah, c'est pas Poséidon, si, je sais plus, c'est n'importe quoi peut-être. Ah, c'est pas n'importe quoi. Neptune est la planète des mers, des océans, de l'invisible. Donc, elle a un rapport très, très lié avec l'au-delà. Et c'est une planète qui donne des énergies, puisque c'est la planète des océans, qui donne des énergies de tout ce qui touche au liquide, et ce qui procure de l'illusion, puisque c'est aussi la planète de l'invisible. Qu'est-ce qui procure de l'illusion? Les drogues, l'alcool, voilà, tout ce qui permet de s'évader, l'imagination créatrice qui vous domine. Et donc souvent on va retrouver parmi les Neptuniens des gens qui sont d'une personnalité très, très solitaire, les gardiens de phare. Vous savez, les gens qui vivent seuls avec leur bouteille de whisky tous les jours et qui s'évadent comme ça, de cette façon-là. Alors ce sont des gens qui ne sont pas forcément tous comme ça, ce sont aussi des gens qui sont torturés parce qu'ils sont un petit peu inadaptés sur Terre. Hein. Ils sont inadaptés dans un monde physique puisque eux vivent dans un monde liquide et ils ont un peu du mal à trouver leur marque ici-bas. Ce sont des gens qui donc ont besoin de s'évader de ce monde qui pour eux n'est pas le leur. Et donc pour cela, souvent, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin en tout cas de quelque chose qui leur permet de s'échapper à la réalité. C'est un petit peu le problème du Neptunien, mais il a une telle imagination créatrice, il a un tel talent, il est en relation avec les sphères, avec la musique, avec beaucoup de choses, et il permet aux Neptuniens de faire des choses avec beaucoup de talent, à l'image de grands artistes qui sont des artistes torturés, mais qui ont fait de très belles choses. Et donc on va retrouver dans le signe du Poisson c'est les mêmes tendances, hein, cette tendance à ne pas aimer appartenir à qui que ce soit, à ne pas aimer appartenir à un monde particulier, à ne pas être tellement adapté sur cette planète, à être assez, pas défaitiste, mais comme on dit, on accepte tout ce qui vient, c'est comme ça, voilà, c'est la vie, c'est cette vie, elle est pourrie, voilà, on accepte, on est fataliste, voilà. Le Poisson est assez fataliste, très sensible, hein, et parfois il préfère s'isoler dans la solitude. Alors, ensuite on a Uranus. Alors Uranus, on l'a découverte en 1781, je crois. 1781, c'est à l'aube de la Révolution française, américaine et de l'ère industrielle. Et donc, on confère à Uranus des énergies de révolte, de non-acceptation de l'ordre établi, donc d'être non-conformiste, et aussi d'innovateur avec l'ère industrielle. Donc l'uranien va être, et Uranus dirige le signe du Verseau, l'uranien va être
un peu comme le professeur Tournesol dans Tintin, il est un peu isolé, il est dans son monde, il est un peu détaché des affaires émotionnelles. C'est pas son truc. Lui, il est dans le mental supérieur, dans la création. Son truc aussi, c'est d'être un anarchiste, hein. Il refuse les ordres établis, il refuse les anciens ordres, il refuse les vieilles tuniques, comme on dit, c'est-à-dire il refuse les vieilles religions. Lui, il veut que tout ça, ça pète, hein. Pour lui, il faut un nouvel ordre, il faut un nouveau monde, hein. Ça va pas, c'est pas assez technologique. Et il faut que ça bouge, il faut qu'on soit dans le progrès permanent, hein. Il refuse les frontières, ce système de frontières est totalement refusé par l'Uranien. Pour un Uranien, il ne comprend pas. La terminologie d'appartenance ne comprend pas ça, l'Uranien. Voyez, les gens qui sont jaloux, possessifs avec leur femme, par exemple, l'Uranien ne comprend pas ça. Et très souvent dans les signes du Verseau, j'ai remarqué qu'on en retrouve chez les Verseaux, puisque Uranus est la planète du Verseau, on retrouve chez les Verseaux énormément cette caractéristique. D'ailleurs, des hommes, j'ai des amis qui sont Verseaux et qui ne comprennent pas les gens qui sont jaloux, qui sont jaloux dès que leur femme regarde quelqu'un. Pour eux, il n'y a pas de souci. Eux, ils aiment bien faire des trucs à trois avec leur propre femme, faire venir un autre homme. Ça les dérange pas. Ils n'ont pas jalousie, ils savent pas ce que c'est. Possessivité, ils comprennent pas. C'est uranien, c'est très uranien. Je vais revenir sur tout ça. Ensuite, on a la planète Saturne. Ah, alors la planète Saturne est une planète qui met un frein. Elle est considérée comme un astre néfaste ou négatif en astrologie, à tort. C'est en réalité une planète qui nous pousse à s'arrêter et à réfléchir. On arrête, on fait un point, on regarde en soi ce qui ne va pas et on trouve une solution. Le Capricorne nous met en face de nos lacunes mentales, hein, puisque c'est une planète qui symbolise aussi le mental supérieur, hein, et l'intelligence et l'intellect, et elle nous met en face de nos lacunes mentales et elle nous dit grandis, mûris, deviens adulte. Donc quand Saturne arrive quelque part, dans un signe astrologique, c'est très souvent pour mettre un stop. Quand Saturne est par exemple dans la maison du Scorpion, la maison 8, elle met un stop aux excès sexuels. Elle dit stop, tu dois réfléchir sur ça, et cette énergie n'est pas faite que pour le plaisir. Cette énergie est faite pour autre chose que ça. Et Saturne, qui régit le signe du Capricorne, a aussi des qualités. Les qualités sont celles de réfléchir très bien, de très grands analystes, dont on a besoin, hein, de très grands stratèges, et d'être des gens qui, par cette intelligence supérieure, accèdent aux hautes sphères décisionnelles, et c'est donc des gens qui sont très ambitieux, hein, mais très peu communicatifs, hein, et assez sombres eux-mêmes. Ensuite, dernière planète lourde, dernière planète lente, gazeuse, Jupiter. Ah, alors Jupiter, effectivement, est une planète très intéressante aussi, parce qu'elle tourne extrêmement vite sur elle-même. Elle est gigantesque, elle fait, je ne sais plus, 144 fois le diamètre de la Terre, je crois, à peu près. Elle est énorme, c'est du gaz, et elle tourne tellement vite sur elle-même qu'elle est gonflée. Alors, les vents sont fulgurants sur Jupiter, ça va très vite. Ça va très vite, ça gronde, ça bouillonne, ça foisonne. Ce qui fait que les Jupitériens sont des gens qui vont être dans l'exubérance, qui vont être très théâtraux, très dans la colère excessive, mais ça dégonfle très vite. On va retrouver chez Jupiter, on veut que tout bouge, on veut avancer, et on est très redondant, hein. Alors j'aime bien parce que Jupiter est je trouve très bien symbolisé par Depardieu, je trouve. Je trouve que Gérard Depardieu incarne parfaitement le Jupitérien, et certainement pas Macron. Là, il faut arrêter de dire des conneries 2 minutes. Le Jupitérien, c'est vraiment Depardieu, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et donc, Depardieu qui est Capricorne, hein, et ça n'empêche pas que lui, sa planète dominante, c'est Jupiter, et il est jupitérien, hein. Et donc c'est assez marrant parce que le Capricorne jupitérien, c'est aussi Cyrano de Bergerac, parce que c'est exactement le personnage. Donc il l'a incarné à la perfection, et Cyrano de Bergerac incarne parfaitement la souffrance capricornienne, mais qui s'exprime par l'art de la guerre et la façon exubérante de faire des rimes et d'être théâtral de Cyrano, quoi. Donc c'est vraiment exactement ça. Les Jupitériens sont théâtraux, sont colériques. Il y a beaucoup de comédiens de la comédie française qui sont un petit peu comme ça aussi, hein. J'ai pas leur nom comme ça qui me vient tout de suite à l'esprit, mais il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de comédiens, hein, parmi les Jupitériens, énormément.
Alors autant vous avez des comédiens, et d'ailleurs c'est très bien de prendre les comédiens en exemple pour imager les légendes planétaires. Par exemple, les comédiens saturniens ou capricornes, vous avez Depardieu quand il fait des rôles austères, mais c'est surtout Piccoli, Jean Reno, vous voyez les gens qui sont les yeux presque très ténébreux, très renfoncés, un peu comme moi quelque part, mais sauf que je suis pas comédien. Mais on a ce regard un peu intense comme ça, et, euh, et oui, on a toute cette légende d'acteurs qui correspondent bien, je trouve, à des caractéristiques astrologiques. Le capitaine Haddock dans Tintin, par exemple, c'est vraiment le jupitérien. Vite, ça va, voilà, alors qu'il ferait pas mal à une mouche. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est aussi le conquistador. Le capitaine Haddock est capitaine au long cours dans Tintin, et donc je vais vous expliquer pourquoi le jupitérien, qui symbolise le signe du Sagittaire, est aussi comme ça. Pourquoi il est capitaine au long cours, pourquoi il va chercher, il va traverser le monde entier, pourquoi il parcourt le monde. Oui, il est assez nomade dans l'âme. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, on va rentrer dans les planètes telluriques. Alors, la planète suivante, qui était la première planète tellurique, c'est la planète Mars, qui régit le signe du Bélier. Jusqu'à la découverte de Pluton, Mars régissait le signe du Bélier et du Scorpion, mais quand on a découvert la planète Pluton, on a dit non, le Scorpion correspond plus finalement à la caractéristique plutonienne qu'on lui a attribuée, et donc on a donné la régence du Scorpion à Pluton. Donc en fait, Mars aujourd'hui domine le signe du Bélier. Mars, comme vous le savez, est une planète masculine, est une planète de combat, d'énergie combative. C'est la planète de la guerre, doit-on le répéter. Et c'est donc une planète active qui pousse à se battre, à rentrer en action et à mener un combat. Alors, quel que soit le domaine d'activité dans lequel va se trouver la planète Mars dans votre thème, ça va être le domaine dans lequel vous allez devoir livrer un combat. Si par exemple votre planète se trouve en maison 6, qui est la maison, ce qu'on appelle le secteur d'activité des soins médicaux, eh bien si Mars dans votre thème est dans ce secteur, vous allez vous battre pour les droits à la médecine ou pour faire avancer la médecine. Voilà. Vous voyez par exemple, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les gens qui sont martiens, c'est-à-dire dont Mars est dominante dans le thème, sont des gens qui vont être combatifs, fonceurs, bagarreurs, hein, clairement, et qui vont se comporter un peu en bélier. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez avoir des influences scorpions, être né en Capricorne avec un ascendant Lion, mais si vous avez Mars à l'ascendant, vous allez être un fonceur, vous allez être un mec assez primaire comme ça, un peu à la OSS 117, et, euh, et en réalité, vous allez dire, mais il n'a pas du tout les qualités du Capricorne, ce mec. Non, parce qu'il a la planète qui prend le dessus. Le lunaire, par exemple, si c'est la Lune qui est à l'ascendant, la Lune va lui donner des énergies de clown, alors que le Capricorne n'est absolument pas clown dans sa nature. Mais ça fait partie des tuniques qu'on lui permet d'endosser. Vous voyez? C'est ça qui est super complexe en astrologie, hein. Alors, donc le martien va se comporter un peu en bélier, hein. Et le bélier, je vais vous expliquer juste après. Alors, Vénus, qui est tout à fait l'opposé de Mars, hein, la planète de l'amour, la planète de la diplomatie, la planète de l'embellissement et de l'harmonisation, va trouver son bonheur dans le signe de la balance et puis dans le signe aussi du taureau. Alors, je vais y revenir. Ensuite, on a pour terminer la planète Mercure, qui est la planète de la fulgurance intellectuelle, du mental, qui va aussi s'éclater dans le signe de la Vierge et dans le signe des Gémeaux. Alors je vais y revenir aussi. Et nous avons le Soleil, qui est considéré en astrologie comme une planète, bien entendu, on sait très bien que ce n'en est pas une, mais on la met au même niveau que les autres astres, hein. Et le Soleil, lui, va vous donner des qualités de noblesse, des qualités de rayonnement sur les autres, et d'attraction, hein. C'est celui qui aime être au centre des choses, et donc il est le symbole même de l'ego, le Soleil, dans un thème. Donc si on reprend notre cas pratique, un mec qui vient du Scorpion, né en Capricorne, avec un ascendant Lion, s'il avait le Soleil à l'ascendant, bonjour l'ego, bonjour l'égocentrisme. Là, dur. Et là on est en situation de quelqu'un qui va avoir du mal à se remettre en question, hein, parce que le solaire se remet difficilement en question. Il est très sûr de lui, il est symbolisé par le signe du lion, hein, et il a beaucoup de mal à se remettre en question car il est égocentrique et il est pervers narcissique. Et le lunaire, j'en ai déjà parlé, donc
je vais attaquer maintenant les signes astrologiques et je vais terminer cette vidéo. Hein, je fais au plus vite, mais on est déjà à 44 minutes 50. Alors, en fait, comme je vous expliquais, les signes astrologiques sont symbolisés par les périodes climatiques terrestres. Alors, je sais que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, surtout les astrologues. Moi, je vais vous expliquer, c'est ma façon, c'est ce que j'ai reçu comme enseignement. Alors, on commence le zodiaque par le signe du bélier, puisque on commence au printemps, c'est là où il y a un renouveau dans la nature, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps, aux alentours du 21 mars. Qu'est-ce qui se passe à cette période-là sur la Terre? À cette période-là sur la Terre, la nature se remet en marche. Elle prend une inspiration, les bourgeons commencent à sortir très légèrement, la sève remonte dans les tiges et dans les troncs, et ça y est, elle inspire, la végétation tourne, commence à réavancer, à pousser, hein, ce qui donne au bélier des énergies, comment dire, d'impulsion vers l'avant, hein, donc on est impulsif. On veut foncer, on veut avancer, on veut créer quelque chose, on veut innover, on veut entreprendre, on veut surtout entreprendre. Innover, c'est pas tellement le bélier. Et donc le bélier, il va être impulsif, le bébé garçon, l'enfant garçon bélier est très très impulsif. Il se cogne contre les murs. Alors ça aussi, la légende du mur, on peut y parler. Pour tous les signes du zodiaque, c'est très bien, je trouve que ça symbolise bien la façon dont fonctionnent les signes zodiaques. Un bélier voit un mur, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dedans, hein. Comme le bélier, l'animal. Hein. Boum, boum, boum. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement stupide, il a une intelligence qui est pragmatique, pratique, primaire mais pratique, il s'adapte très vite à la vie terrestre, et il aime les belles bagnoles, il aime les belles gonzesses, il aime les choses de marque. Pourquoi? Parce que chaque signe fonctionne avec son signe qui est à l'opposé, qui est à 180 degrés de lui, et le signe qui est à 180 degrés du bélier, c'est la balance. Et la balance, elle aime les belles choses, elle aime harmoniser, elle aime embellir. Et donc le bélier, il regarde la balance de l'autre côté, puis c'est chouette là-bas, dis donc. Il y a des tableaux de maître, il y a de la belle peinture, on entend de la belle musique, il y a des belles bagnoles, il y a des belles gonzesses. Le bélier est attiré par ça. C'est pour ça que tous les potes béliers que j'ai sont des gens qui s'habillent avec des fringues de marque ou des trucs sur mesure, ils ont des bagnoles incroyables, même s'ils n'ont pas de fric pour partir en vacances, mais ils mettent tout dans les trucs de... Voilà. C'est ce qui confine au signe du bélier une certaine superficialité. Ensuite, donc le bélier dominé par la planète Mars, vous doutez bien. Mais si vous êtes du signe du bélier et que Mars est totalement en chute, c'est-à-dire qu'il n'a que très peu d'énergie dans votre thème astral, et que vous avez par exemple une dominante planétaire vénusienne, Vénus, eh bien vous n'allez pas du tout, et vous allez avoir très très peu d'énergie bélier. Hein, donc c'est important ça aussi de comprendre, ça, que le thème astral est complexe. Ensuite le taureau. Alors, que se passe-t-il sur la planète, que se passe-t-il dans la nature, dans le mois qui suit le bélier, c'est-à-dire le mois d'avril? Eh bien, c'est la période où la Terre devient très fertile. Hein, elle a été glacée pendant l'hiver. Le bélier, il y a la sève qui remonte dans la Terre, et puis au mois d'avril, il commence à faire beau, à faire chaud, la Terre devient meuble, elle devient riche, elle devient très fertile. On peut planter des choses, on peut construire concrètement, on peut mettre la main dans la Terre et on va se sentir que voilà, on peut y aller. Ce qui fait que le signe du taureau est un jouisseur de la matière, est un jouisseur matériel. Il aime construire concrètement. Hein. Il ne va pas, lui, acheter une Porsche pour foncer dans un mur. Non. Le taureau, lui, il voit un mur, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, tiens, je vais m'en servir pour construire un autre mur, puis un autre, et puis faire une baraque, ou éventuellement faire un terrain super bien fait. Le taureau, il a ce côté, cette intelligence secondaire, cette intelligence pragmatique, et qui s'applique à la concrétisation. Hein, donc le taureau est matérialiste, hein, par essence, et il est jouisseur. Okay, donc il va aimer la richesse, il va aimer le pognon, et lui, qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté? C'est que lequel, son signe qui est en face de lui, je vous le donne Émile, c'est le scorpion. Alors, le taureau regarde le scorpion de loin et se dit, dites-moi là-bas, ça a l'air de partouzer sévère. Alors le taureau aime les excès aussi. Hein, il aime les excès. Il n'aime pas le côté destructeur du scorpion, mais il aime le côté qui s'éclate bien quand même. Hein, alors attention pour les taureaux. Alors ensuite on a quoi? On a signe du Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe à cette période au mois de mai sur la planète? Au mois de mai, je parle toujours de l'hémisphère nord. Au mois de mai, qu'est-ce qui se passe sur la planète?
c'est la période où les fleurs sont les plus belles, c'est là où toutes les couleurs sont enfin sorties, épanouies dans la nature, dans le monde végétal, et donc où ça pollinise, ça va très vite, la végétation se reproduit extrêmement rapidement, tout pousse vite, tout s'adapte, ce qui donne des capacités aux Gémeaux d'adaptation exceptionnelles, donc une intelligence, on va dire, oui, supérieure, il faut le dire, c'est une intelligence qui lui permet vraiment de s'adapter en toutes circonstances, de faire n'importe quel métier, d'y arriver. Il y a beaucoup de surdoués du signe du Gémeaux. Ce sont des jouisseurs de la vue, les Gémeaux, ils aiment bien voir les choses, des belles choses qui brillent, machin. Et ils ont en face d'eux le signe du Sagittaire, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un nomade, quelqu'un qui aime voyager, bouger, et le Gémeaux, quelqu'un qui va aimer gigoter en permanence, qui aime bien butiner, à l'image des abeilles qui pollinisent les fleurs. Donc ensuite j'avance, on a le signe du Cancer, on arrive au mois de juin, juillet même, il faut le dire, et qu'est-ce qui se passe? Il fait beau, il fait chaud, il y a de l'eau qui coule, les rivières sont sublimes, la végétation, tout est nickel, tout est en place pour construire sa maison, faire son foyer, faire ses enfants, reproduire la race humaine, son espèce. On fait des gosses, on revient aux sources. Hein. Donc le signe du Cancer va être très grégaire, il va se dire allez, c'est le moment de reproduire, c'est le moment de faire des enfants. C'est la Lune qui dirige le signe du Cancer. Le signe du Cancer voit alors le Gémeaux, lui, il voit un mur, qu'est-ce qu'il fait? Il va taguer sur le mur. Hein. Il va essayer d'écrire des choses intéressantes. Il va essayer d'y faire des trompe-l'œil, des trucs qui amusent la vue des gens. Hein. Le Cancer, il voit un mur, lui, il va se dire c'est bien, on va pouvoir s'abriter pour construire notre igloo ou pour construire notre abri pour nos enfants. Hein. Voilà comment il voit un mur, le Cancer. Et lui, qu'est-ce qu'il voit en face de lui là-bas? Il voit le Capricorne. Et il se dit tiens, le Capricorne, c'est bien parce que c'est un travailleur isolé, il est assez solitaire et il est sage, il est là-bas tout seul, il n'emmerde personne. Bah, nous, on va faire pareil. On va s'isoler un peu du reste du monde. Et puis on va faire notre foyer à l'écart, dans la forêt, près d'un ruisseau, à l'abri derrière notre mur, là on va être très bien. Hein, c'est ça le Cancer. Ensuite, juillet-août, on a le signe du Lion. Ah, pourquoi? Parce que c'est là où il fait le plus chaud, le soleil est au zénith, tout est beau, la végétation est luxuriante, elle est prête à être cueillie bientôt, mais pour le moment ça brille, c'est beau, c'est les vacances, tout le monde est au soleil, le soleil brille sur tout le monde. Donc le signe solaire est un signe qui est au centre de tout, il rayonne sur les autres, il est le roi de la jungle, il est le roi tout court, il est l'égocentrique, il est au centre de tout et il a sa cour. Voilà. C'est ça le soleil. Donc les signes solaires, ceux qui sont nés en Lion, bah, vous avez un peu plus ou moins cette caractéristique-là, vous n'aimez pas ce qui est vulgaire, vous n'aimez pas ce qui salit, vous n'aimez pas ce qui... Voilà. Pour symboliser la maison du signe du Lion, si vous avez vu le film Proposition indécente, qui est un film très énervant pour les hommes, le personnage incarné par Robert Redford, quand il fait découvrir sa maison à Demi-Moore, c'est la maison du signe du Lion, c'est-à-dire c'est le palais de Versailles quelque part. Ce sont des maisons extrêmement grandes, vastes, avec beaucoup de vide en réalité, et qui ne font que impressionner la galerie, mais qui ne sont absolument pas vivables. Hein. Et donc, le lion voit un mur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit comment je vais pouvoir le rendre plus grand, plus impressionnant. C'est ça le lion. Hein. Voilà. Ensuite, on arrive au signe de la Vierge. Alors, septembre. Qu'est-ce qui se passe en septembre dans la nature? C'est la moisson, les gars. Et quand c'est la moisson, il faut compter ce qu'on récolte, il faut peser, il faut classifier, et puis il faut nettoyer, hein, il faut désinfecter, ça c'est important. Donc les signes de la Vierge sont extrêmement maniaques de tout ce qui est classification, comptage, donc c'est les comptables nés, hein, et puis ils détestent les microbes, ils détestent la crasse, ce sont des maniaques de la propreté aussi. Hein, et donc les Vierges, ce sont des parfaits collaborateurs, et ce sont des gens qui ont une intelligence pratique, une intelligence analytique remarquable. Hein. Ensuite vient le signe de la Balance. Alors, oui, le signe de la Vierge, voit. Ah oui, j'ai oublié de dire que le signe du Lion, lui, voit en face de lui le Verseau. Hein, et le Verseau symbolise aussi des tendances innovatrices. Et le Lion fait tout ce qu'il peut aussi pour essayer d'apporter des choses nouvelles à son peuple. Hein.
Voilà, c'est ce qui pique au Verseau. La Vierge, elle voit en face d'elle le signe du Poisson. Le signe du Poisson est un signe qui se sacrifie pour les autres. La Vierge a peut-être une petite tendance aussi à se sacrifier, à être la subalterne qui fait tous les travaux pour les autres. Vous voyez, celle à qui on demande, tu veux pas me corriger tu veux pas me faire mon exercice de maths, s'il te plaît, à ma place. Moi, la Vierge, elle le fait. Parce que pour elle, c'est facile, alors bon, ok. Elle se sacrifie toujours pour les autres, elle en fait toujours un peu plus, elle bosse plus pour les autres. Ça, elle se sacrifie, c'est le côté qu'elle pique au Poisson. Ensuite arrive la Balance. On arrive au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Une fois qu'on a classifié, pesé, nettoyé les fruits qu'on a cueillis, etc., les légumes, il faut les répartir. Et puis avec le pognon qu'on a gagné, il va falloir en faire quelque chose de concret. Alors la Vierge, elle voit un mur, qu'est-ce qu'elle fait devant le mur? Elle va s'en servir pour écrire tous les comptages qu'elle a vus, elle va dire, tiens, je vais profiter du mur pour aller poser une étagère et pour bien classifier mes trucs, mais bien ranger, voilà. La Balance, elle voit un mur, tout de suite, elle se dit, attends, c'est pas beau ce mur-là. Faut qu'on le fasse d'une autre couleur, parce que cette couleur-là, c'est pas beau. Là, on va peut-être pouvoir y graver ou faire des graffitis, ou alors on va y faire des sculptures, tiens. On va faire des sculptures pour rendre ce mur beaucoup plus joli. On va payer des artistes, on va faire une sculpture. Là, on va payer des peintres, on va faire des peintures, puis on va y rajouter un lustre, et puis on va peut-être, tiens, pourquoi pas, se servir du mur pour faire un beau palais, une belle maison bien jolie, ou alors, une salle de spectacle. La Balance, elle se dit, il faut rétribuer le pognon qu'on a gagné avec la récolte d'avant, et il faut qu'on fasse quelque chose de concret avec ça, puis quelque chose de joli, qui harmonise, puisque la Balance, elle, son but, c'est de répartir tout ça de manière équitable. Et puis surtout, elle dépend de la planète Vénus, et la planète Vénus veut embellir les choses. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on arrive au mois de fin octobre, novembre. Alors là, on a déjà tout moissonné. Les champs, il recommence à faire froid, il pleut. Les champs sont inondés. Les feuilles et les fleurs qui restent au sol sont en train de pourrir. Les flaques sont en train de croupir. Tout est en train, en réalité, de se préparer à être le terreau de la future saison. C'est ce qui va faire du compost, ce qui est en train de pourrir, donc c'est important. Mais on est dans une phase où tout est en train de mourir. Tout est en train de croupir et de mourir. Donc les signes du Scorpion se retrouvent dans cette phase. Et en plus, c'est une phase qui correspond à l'arrivée de l'automne. On est déjà dans l'automne, on est bien dedans. Et le Scorpion est donc dans ce rapport avec le pourrissement des situations, cette mort permanente. Et il se dit non, moi je refuse, je veux pas que ça dure cette situation-là. Donc le Scorpion va essayer d'aller jusqu'au bout de son pourrissement, jusqu'au bout des choses, pour renaître plus tard quelqu'un de meilleur. Ensuite arrive le mois de fin novembre avec le Sagittaire, et le Sagittaire se dit bon, on a tout récolté, on a tout classifié, on a fait venir des artistes. Alors le Scorpion, il voit un mur, lui, qu'est-ce qu'il fait avec le mur? Il le détruit. Il dit ça sert à rien de garder un mur, ça sert plus à que dalle, il n'y a rien. Il n'y a rien à cultiver, il n'y a rien à protéger, il n'y a plus rien. On casse le mur, il nous fait chier, on va l'enlever, puis on se servira des pierres plus tard pour faire autre chose. Donc le mur, il est détruit par le Scorpion. Le Sagittaire se dit bon, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. Les ruisseaux, bon, c'est pas terrible, ça commence à geler. Je vais aller chercher ailleurs ce qu'il n'y a plus ici. Donc le Sagittaire, il prend son bateau, il va de l'autre côté de l'océan, il découvre l'Amérique. C'est Christophe Colomb, encore une fois symbolisé par Gérard Depardieu. Parce que le Sagittaire, le Jupitérien symbolise le Sagittaire, et le Sagittaire est le conquistador aussi. Il est le nomade, mais il est aussi le conquistador. Il va chercher ailleurs ce qu'il n'y a plus chez lui. Ensuite arrive le mois de décembre avec l'hiver. Et le mois de décembre, tout est figé. Tout est figé, il n'y a plus rien à faire, il fait froid, il neige. La terre est devenue dure comme du bois, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans sa maison, on s'enferme, on met son feu de cheminée et on réfléchit à ce qu'on va faire l'année prochaine. Le Capricorne, il se dit, il y a un mur, je vais en profiter pour regarder comment éventuellement je pourrais passer par-dessus. C'est ça le Capricorne. Lui, il va s'enfermer éventuellement autour de ce mur, il va peut-être même le terminer, pour s'enfermer complètement, et il va se dire, voilà, comment maintenant je peux passer au-dessus de ce mur? Et comment ça pourrait être mieux de l'autre côté? Et il réfléchit à ça.
parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et il se dit, voilà, moi je veux grimper sur ce mur parce que je veux être au-dessus des autres et je veux voir des choses de haut. Donc il va essayer de grimper socialement, le Capricorne. Ensuite arrive le mois de janvier avec le Verseau. Le Verseau se dit, lui, quoi bon, il y a un mur, ça sert à quoi? Il n'y a plus rien ici. Ça fait des années qu'ils nous cassent les couilles avec leur religion, avec leurs lois. On est enfermé derrière un mur. Non, non, on va passer par-dessus, on va même le contourner. Et puis on va créer un nouveau monde où il n'y a pas de mur, où il n'y a pas de frontières, parce que les murs, ils nous emmerdent. Et qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'arrive pas à contourner le mur ou à passer par-dessus, il va inventer une machine qui lui permet à passer dessus. L'avion, la voiture, le train, n'importe quoi, le bulldozer, il va créer quelque chose parce que cette mur l'emmerde et que il a envie voilà, de passer à autre chose et donc de créer un nouveau monde. Donc les Verseaux sont un peu comme ça, sont des révolutionnaires, ce sont des insoumis, ce sont des anarchistes, des anticonformistes aussi. Hein. Alors il y a beaucoup de mœurs débridées chez les Verseaux qui ne comprennent pas ce que c'est que la fidélité, la possessivité. Pour eux, non. Ah non, 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 on ne doit pas posséder, la terre est à tout le monde. Hein. Ils sont très universalistes, les Verseaux. Comme on rentre bientôt dans l'ère du Verseau, vous comprenez que cette énergie, elle est là, elle arrive. Hein. Et c'est ce qu'on voit chez les antifas, c'est ce qu'on voit chez les soi-disant insoumis, c'est ce qu'on voit chez les anarchistes, c'est ce qu'on voit chez les gens qui vous disent qu'il faut être LGBT parce que tout le monde a le droit de niquer avec tout le monde. Ça, c'est très Verseau. Hein. On a déjà eu un petit aperçu de ça dans les mouvements Peace and Love, où tout le monde partousait dans les années 70, qui nous aussi nous montrait la fin de l'ère des poissons aussi, qui était une époque où les gens fumaient, se droguaient, buvaient, se défonçaient au LSD. Ça, c'est plutôt poisson, neptunien, hein, vous l'avez compris. Et où on passait la main au Verseau qui disait oui, amusons-nous, effectivement, prenons de l'illusoire, mais en plus, baisons avec la femme du copain, c'est mieux. C'est très Verseau, et je connais très peu de Verseaux qui sont fidèles. Hein. Très très peu, j'en ai pratiquement pas connu dans ma vie. Voilà, je vous l'ai dit, je même pas de souvenirs d'ailleurs. Écoute, aussi bien homme que femme. Et puis bah, on arrive à quoi? On arrive au signe du Scorpion, on arrive au mois de février, fin février, et le Scorpion, lui, se dit un mur. Je vois pas. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Le Scorpion, il le voit pas, le mur. Le Poisson, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, vient le signe du Poisson. Et le Poisson, il se dit non. Ce mur ne nous sert à rien, en fait. Il symbolise nos barrières mentales, il symbolise nos barrières spirituelles, il symbolise nos barrières dogmatiques, nos barrières émotionnelles. On n'a pas besoin du mur. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de matérialité, on n'a pas besoin d'être limité, on n'a pas besoin d'ascensionner socialement. Ça sert à quoi, tout ça? Le Scorpion, lui, il a fait le tour de tout ça et il se dit il n'y a rien qui me tente. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il s'emmerde la plupart du temps, parce que tous les signes du Poisson ne sont pas spécialement spiritualisés, pas tous, et comme ils s'emmerdent en signe du Poisson, qu'est-ce qu'ils font? Bah, allez, on va se picoler un peu, hein. On prendra même une petite binouse, on va tirer un petit peu sur le machin, et puis on va... Oh, puis allez, on va se faire une petite plantation de marijuana dans le jardin, hein, pour avoir ça sous la main. Hein. Ah, c'est un peu dommage, mais le Scorpion a le côté sacrificiel. Il a, le Poisson, pardon, pourquoi je dis Scorpion, a ce côté sacrificiel de soi, où il regarde le monde et il se dit je vais quand même aider les autres parce qu'ils ont l'air de galérer quand même. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des signes astrologiques. J'ai fait un petit peu le tour de ce qu'est l'astrologie. Alors certes, hein, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais bon, ça fait déjà 1 heure de vidéo, je ne sais pas comment je vais faire. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté. Hein. Alors, sachez que pour les thèmes astro que vous m'avez demandé depuis des mois, et voire certains plus, sachez que je galère, alors que je ne peux pas retrouver parfois des posts que vous m'avez envoyés il y a très longtemps, parce que je reçois plus de 150 posts par jour. Donc, vous vous doutez bien qu'en 3 jours, j'en reçois plus de 400, ce qui fait que si vous m'avez envoyé un message il y a 6 mois, je ne le retrouve pas. Alors, ce que je vous demande à tous, c'est de m'envoyer, pour ceux qui m'ont déjà envoyé leurs coordonnées astrales, pour que je fasse leur thème, de m'envoyer de temps en temps, hein, toutes les semaines, envoyez-moi juste thème en majuscule, T-H-E-M-E, juste ça, thème en majuscule, et comme ça j'ai votre message qui est enfoui au fond, qui revient, et je peux avoir accès à vos coordonnées, et je pourrai vous répondre, parce que je sais qu'entre vous, parmi vous, il y a des gens qui m'ont déjà envoyé un Tipeee pour me payer pour un thème, et que j'ai pas pu le faire. Alors je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, je le ferai, je vous assure. En tout cas, merci beaucoup.
de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. On se retrouve sur Jim Leveilleur, sur VK ou sur Facebook. Lundi prochain, il y aura un live. Dimanche prochain soir, il y a le live habituel. Et lundi prochain, il y aura un live particulier. Voilà, moi j'en reparlerai. Merci pour les tipeurs donc et merci pour votre soutien. À bientôt.